La première fracture, je dirais, c'est quand j'étais petit et qu'on me disait j'avais du mal avec cette phrase-là. Au moment où tu es drafté, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Premier truc que je dis au coach, je dis même pas je suis content. Je dis je vais montrer à toutes ces équipes-là qui m'ont pas pris, je vais vouloir les défoncer. Le parcours de Eric Larchevêque nous dresse un sacré portrait. Le poker professionnel et la crypto. En résumé, il aime l'argent facile et sans effort. Je suis avec un monument de l'écosystème crypto, Eric Larchevêque. Bonjour Eric Larchevêque. Bonjour Eric Larchevêque. Eric Larchevêque. Eric Larchevêque. Eric Larchevêque. Vous êtes très remonté Eric Larchevêque. Quand on est déçu, on se met en colère et on a envie de se venger. Et donc, ouais, je m'en suis pris plein la Tony Parker dans un projet égale projet de Qu'est-ce qu'on répond à ça? On va rétablir la vérité. Il voulait, tu annonces ta candidature au présidentiel en 2027. Pourquoi j'y vais pas? Parce que... Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Fracture. C'est un nouveau podcast. Je suis avec Nathan et Tony. Dans les futurs épisodes, on aura des invités exceptionnels qui viendront partager leurs propres fractures. Mais là, pour commencer, ce sont nos fractures. C'est un nouveau podcast. On démarre de zéro. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous allez voir, on aura des invités exceptionnels dans le futur. On a déjà Tony Parker qui est avec nous. On va passer un très bon moment avec Nathan. Pour commencer, on y va tout de suite. Nos premières fractures. Donc Nathan, vas-y, c'est toi un petit peu qui va nous distribuer la balle. Merci mon cher Eric. Du coup, je commence tout de suite avec Tony. Tony, tu as connu plein de choses dans ta carrière. Quelles ont été tes premières fractures, tes premières difficultés Je dirais que quand tu grandis en France, c'est la mentalité. Je dirais que c'est ça, moi, ma première fracture. Parce que moi, j'ai grandi avec un père américain, une mère hollandaise. Donc j'avais ce côté, le papa, tu sais, tu as une grande confiance en soi, tu sais, un peu arrogant, mais c'est ce qu'il faut pour réussir dans le haut niveau. Et après, tu as le côté européen avec ma mère où quand tout va bien, pas trop s'enflammer, quand tout va mal, pas trop être trop dur avec toi-même et tu essaies de trouver ce happy middle, ce juste milieu. Donc moi, j'ai essayé de grandir avec le meilleur des deux mondes. Et la première fracture, je dirais, c'est quand j'étais petit et qu'on me disait le plus important, c'est de participer. Et bah ça, j'avais du mal avec cette phrase-là. Est-ce que tu étais dans le basket dès le début? Basket dès ouais. le début, ouais. Moi, j'ai grandi avec le basket. Si, j'ai essayé le foot. J'ai Alors essayé le foot et j'ai joué pendant 3 ans, mais après, j'ai vu Michael Jordan à la télé et j'ai décidé de switcher. Est-ce que tu penses, alors c'est pas forcément le sujet, mais tu penses que un bon sportif t'aurait fait carrière dans le foot ou tu penses que... Bah oui, moi je pense que j'aurais fait carrière dans le foot, ça c'est sûr. Parce que je pense qu'avec la mentalité que j'avais, les qualités athlétiques, j'étais super rapide, je pense que j'aurais pu faire une bonne carrière. Après, je ne sais pas jusqu'où j'aurais pu aller, mais en tout cas, je pense que j'aurais pu être un bon footballeur. Et qui te disait l'important c'est de participer? C'était tes C'est coachs? mon coach, ouais, mes coachs. Ouais. Mais Mes c'est coachs. c'est- Et moi, c'est un j'avais coach du mal. professionnel? Ouais, coach, ouais. Bah, le coach tu sais, qui t'entraîne quand tu as 9 ans, 10 ans. Mais tu étais dans un vrai club. Ah, j'étais dans un Donc vrai club. c'était un vrai coach C'était un avec vrai des vrais coach. objectifs. Exactement. Et le coach te dit, l'important c'est de participer. Et toi, à 9 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, j'étais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que pour moi, le plus important, c'est de gagner. Et donc, j'avais du mal avec cette phrase-là. Et donc, pendant longtemps, tu sais, je parlais avec mon père et je disais, mais je comprends pas pourquoi il me dit ça. Ça sert à quoi si tu fais du sport et que tu n'essaies pas d'être le meilleur? Bah, j'avais du mal à comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'en 98, quand l'équipe de France de foot, ouais, ils ont gagné avec Zizou et Titi, et bah, tu voyais la France gagner, les gens, ils étaient heureux. Bah, moi, j'étais fier. Moi, j'avais envie de faire pareil après avec mon sport. Et donc, moi, je fais partie de cette génération-là. Moi, Teddy Riner, après, on a tous voulu, à notre façon, marquer l'histoire de notre sport. Et t'étais à l'INSEP? Ouais, j'étais à l'INSEP, bien sûr. Ouais, donc, génération Teddy, il y avait qui avec toi à l'INSEP? Il y avait Teddy, il y avait Ladji Doucouré, Ouais. il y avait Boris Dio, Ronny Turiaf. Ladji, c'était 110 mètres haies? C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Teddy, ils se le sont pas un peu bagarrés tous les sports de l'INSEP? Bah si, et tu sais, c'était un peu comment je pourrais dire, ouais, il était hors norme parce que tu sais, nous, il y avait David Douillet déjà, qui était déjà hors norme à sa façon à lui. Et puis après, tout de suite après, tu as un nouveau qui arrive et Teddy, c'était un génie, quoi. Et son corps, déjà, il était hors norme et tu voyais déjà qu'il allait faire quelque chose. Et comment t'expliques que tu avais cette espèce de rage? Parce qu'à 9 ans, se dire non, mais moi je veux gagner, et j'imagine que c'était très important pour toi. C'était pas juste gagner pour gagner, faire un caprice comme des fois les enfants peuvent le faire. À ton avis, ça vient d'où cette rage? Je pense que c'est tout ce que j'ai regardé à la télé. Je pense que j'ai été beaucoup influencé par mon père, par Michael Jordan. C'était cette mentalité de gagner, de marquer l'histoire de ton sport, de ramener des titres. Une mentalité quand même plus américaine?
tu penses? Bah, je pense, ouais, j'ai été grave influencé par cette mentalité-là, ça c'est sûr. Et après, j'aime bien aussi la mentalité européenne parce que j'ai pu trouver ce que je disais tout à l'heure, ce juste milieu. Je pense que c'est bien le mix des deux et j'ai fait un peu mon cocktail à moi en prenant les meilleurs des deux mondes. Et est-ce que toute cette carrière que tu as faite, le fait d'aller loin, c'est toi ou c'est ton père? Parce que souvent dans les sports de haut Ouais, niveau ouais, comme ça, c'est Les les sœurs pères Williams. Bien sûr. voilà, qui vont vraiment être Je pense qu'il y a des un peu des tyrans, deux. tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais c'est clair que les gens, ils parlent beaucoup de mon gros mental. Mais j'ai été façonné par mon père, ça c'est sûr. Au niveau mental, mon père m'a énormément aidé. Comme il était basketteur professionnel aussi, je me suis beaucoup appuyé sur son expérience. Et après, bah, j'ai pris des choses à moi aussi par rapport à ce que j'ai vu à la télé et comment j'ai été inspiré et l'athlète que je voulais devenir et comment je voulais, moi, impacter ma génération à moi. Je pense qu'au début, voilà, tu rêves en grand, et je le dis souvent dans mes interviews, qu'il faut que tu rêves en grand, et si tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Ça, c'est ma phrase. Donc, on se foutait de moi quand j'étais petit, parce qu'on parle de fracture quand même sur cette émission. Bah, moi, en France, t'es trop petit, t'es trop maigre, t'y arriveras jamais. Tu sais, c'est un peu trop négatif. Au lieu de laisser une place pour le rêve, je trouve que c'est important de rêver. Et donc, moi, de 9 ans jusqu'à 14 ans, c'était le rêve. Le rêve, Après, la à 14 ans, NBA, la quand tu- NBA, ouais, la la NBA, NBA, et ouais, de ouais. devenir le premier meneur européen à réussir Quand en tu NBA. dis ça à ton coach, quand tu dis ça à tes coéquipiers en Bah, il disant rigole. moi je veux aller à la Il NBA, rigole, il rigole, mais après, bah, tu sais, tu passes les échelons. Après, j'arrive à l'INSEP, et là, c'est plus un rêve. Mais Après, t'étais- quand j'arrive à l'INSEP, ça devient un objectif après. Tu sais, après, t'es drivé par ça, ça mais devient est-ce une que c'est obsession. l'objectif de tous? Ils sont tous en mode NBA? Non, au basket. Bah non. Non, mais C'est pour ça que moi, je pense que j'étais différent et je l'ai vu très très tôt parce que pour eux, la NBA, c'est comme si c'était inatteignable à l'époque. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Européens. Ah oui, C'est bien pas, sûr. c'est pas comme maintenant. C'était ma question. En France, avant toi, il y a qui a fait le jump Europe to NBA? Ah, pas Europe, France to NBA. France to NBA, personne. Parce que juste avant moi, tu avais Jérôme Moïseau et à l'époque, il s'appelait Olivier Saint-Jean, Tariq Abdelouad. Ils étaient allés en collège. Et donc après, de collège américaine, ils sont allés en NBA. Moi, j'étais le premier à jouer en France et d'aller direct en NBA. Surtout que j'avais 19 ans. Tu sais, quand je suis titulaire à 19 ans, je suis le plus jeune meneur de l'histoire. À être Lasvel titulaire. Ou- Non, je parle en NBA là. Non, dans quel club tu joues en France avant de... Ah, en France, je joue au PSG à Ah, Paris. PSG, ok. Ouais, j'ai joué 2 ans à Paris, de 17 à 19. J'ai fait 2 ans à l'INSEP, 15-17. Après 17-19, Paris. Ok. Et après, je suis parti. et donc quand tu parles au coach, et non même quand tu étais au PSG, j'imagine Ouais. que tu avais toujours cette obsession d'aller au NBA. Bien sûr. Toujours, tout le temps, tout le monde te dit mais oublie. Ils te disent Exactement. d'oublier en fait, non? Ouais, exactement. Ouais, ils me disent d'oublier, Que tu vas être déçu. que j'ai la grosse tête, que je m'en rends pas compte, que des trucs comme ça. Et toi, Et tu moi, te dis dans ma quoi, tête- tu vois? Eh Parce ben, que c'est je- pas facile je- quand tout le Ouais, monde bien te sûr, dit. bien sûr. Mais non, à un moment, tu devais te dire attends, je suis en train de me raconter une histoire. Exactement. Mais je me suis jamais dit ça en fait. Je me suis dit que moi, je croyais en mon truc et j'étais en mode, tu sais quoi, je vais travailler et je vais être discipliné, puis je vais montrer aux gens qu'ils ont tort en fait. De toute façon, il faut que tu aies cette mentalité-là. Parce qu'après, bah, bien sûr, les critiques arrivent. Non, mais de toute façon, lui, il est fou, il se rend pas compte. Nanana. Et donc, très très tôt, il a fallu dealer avec les gens qui te critiquent, qui te jugent, parce que juste, tu as des gros objectifs. C'est quand même assez marrant. Et ça se traduit comment? Est-ce que ça veut dire qu'après l'entraînement, tu vois, comme on pourrait l'imaginer, tu restes des heures à marquer des 3 points pendant 4 heures, 5 heures, tu vois, ça veut dire quoi C'est concrètement? exactement ça. Concrètement, c'est que tu travailles plus que les autres. Ça veut dire que je suis le premier à la salle. Je travaille pendant des heures. Tout le monde part. Tu es encore à la salle. Tu es le dernier à partir. Et en fait, et puis moi, j'aimais bien visualiser. J'aimais bien écrire mes objectifs. Tu sais, T'approprier. j'avais mon petit livre. J'écrivais tous mes objectifs et après, je visualisais. Je trouve que c'est très important. Moi, je visualisais que j'avais la balle. Il reste 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Tu fais le tir exactement. Tu es à la dernière seconde. Ouais, Je tu te trouve fais que c'est cette très espèce de important. film épique dans ta Et puis, tête dans ma tête. et tu te projettes. Et je me projette. Et je le faisais, mais tout le temps dans ma tête. Je m'endormais le soir et je rêvais de ça. Et donc Europe, début jeune, première fracture. Ensuite en NBA, ça y est, c'est d'autres challenges. Même quand tu performais, c'était jamais assez parce que tu étais un petit meneur. C'était quoi les nouvelles fractures qui sont arrivées une fois que tu as comblé la première d'arriver aux US? Bah, je pense que quand tu arrives après en NBA, tu as 19 ans, il faut que tu prouves. Et moi, le plus important pour moi, c'était de prouver à mes coéquipiers que le petit Frenchie, il sait jouer au basket. Parce que tu sais, les Américains, ils sont très très fiers. Basket, ils sont numéro 1 et pour eux, c'est les meilleurs et il n'y a personne d'autre qui peut jouer au basket, quoi. À Oui, c'est l'époque, pour ça c'était qu'ils un peu donnent ça. d'ailleurs le titre de champion du monde
quand tu gagnes la NBA, Exactement. alors que c'est un championnat national. Ça, quand même, Exactement. ça Mais fait après, couler beaucoup d'encre, ouais, ça, ça c'est clair. Mais après, notre coach, Avec Noah c'était Lyles. le premier. Ouais. Mais Pop, c'était le premier à dire non, non, on est champion NBA, on n'est pas champion du monde. Eh ouais. C'est lui, c'était oui. le premier à dire ça. Quand même. Et donc, tu es en NBA, donc ça veut dire que tu as été drafté. Enfin, moi, Oui, c'est ça, c'est exactement exactement ça, Moi, Eric, je pose des questions, exactement. je ne connais pas Exactement, grand-chose mais y a pas de problème. au basket, contrairement à Nathan. Donc, au moment où tu es drafté, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que j'imagine, tu y arrives, tu t'espères, tu ne sais pas, tu as Pour été être drafté honnête parmi avec les toi, premiers. j'ai été drafté 28e, donc très très loin. Sur Et tu as 60 joueurs qui est drafté. Tu as un premier tour, 30 joueurs, deuxième tour, et ça va jusqu'à 60. Et premier tour, la différence, c'est que tu as un contrat garanti pendant 4 ans. Si tu es au deuxième tour, tu n'as pas de contrat garanti, il faut que tu ailles au training camp et gagner ta place. Donc j'étais 28e et moi je pensais que j'allais être drafté beaucoup plus haut. Donc je t'avoue que quand je suis drafté, moi je suis en mode vénère. Ah ouais, je suis en mode vénère. fraction. Et ah ouais, grave. Déception. Je me dis, ah ouais, ils m'ont disrespecté comme ça. Ah ouais, alors qu'en fait, contre toute attente, tu es drafté. Ben oui. Et tout le monde alors te que dit... j'aurais dû être content d'être drafté, Ouais. surtout à cette époque, Bah il n'y avait ouais. pas beaucoup de repères. tu étais le Et premier bah, moi, français, ouais. mais moi j'étais en mode, j'étais énervé. D'accord. C'est Et donc, et ça s'est vu, tu n'étais pas content? Ah, je n'étais pas content. Si tu demandais à Popovic, tu sais, après la draft, tu sais, as ton club qui t'appelle. Et donc, je prends le téléphone. Premier truc que je dis au coach, je dis même pas je suis content ou quoi que ce soit. Je dis, Chez les Spurs, hein. Ouais, chez les Spurs, bien sûr. Je dis, je vais montrer à toutes ces équipes-là qui ne m'ont pas pris, je vais vouloir les défoncer. Non, mais c'est bien, donc ta rage s'est C'est quand j'y décuplée. pense, je me Ah ouais, dis des trucs de fou. 19 ans, je parle comme ça. Tu sais, c'était drôle, quoi. Et donc, tu arrives Yo. chez les Spurs Ouais. et tu dois faire ta place Exactement. dans l'équipe. Voilà. Et donc là, c'est quoi c'est une équipe qui est soudée, qui Ah bah, t'accueille ou c'est une équipe qui était déjà bien établie. Ils étaient allés en demi-finale l'année d'avant, donc c'était quand même déjà une grosse équipe. Ils avaient un des meilleurs joueurs de la NBA avec Tim Duncan. Donc moi, quand j'arrive, il faut que je fasse mes preuves. Je me dis, ok, j'ai 19 ans. Tu sais, aux États-Unis, la première impression, elle est tellement importante. C'est clair. Et aux États-Unis, si tu fais pas une bonne première impression, ils t'oublient vite, quoi. Parce que de toute façon, tu as 400 joueurs NBA, tu as 60 nouveaux joueurs qui rentrent chaque année, tu en as 60 qui dégagent. La moyenne d'une carrière pour un joueur, c'est 4 ans. Ouais. Donc c'est très très dur Mais de c'est extrêmement s'imposer. faible. Ah bah oui. Parce que je Ah pensais bah que ça c'était les stades de NFL. Ah En bah NFL, non. c'est hyper court En aussi. NBA, c'est super court quand tu regardes les joueurs. Tu sais. 4 ans. Ah bah oui. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai joué pendant 18 ans en NBA. C'est Je énorme. suis 18 ans. dans le côté, bien sûr, très très rare au niveau de la longévité, mais quand je commence ma carrière, il n'y a rien qui dit que je vais Prédestine. faire ça. Ouais, exactement. Et donc, tu dois faire ton trou, tu dois prouver. Ouais. Et tu fais comment? Toujours en travaillant plus? Parce que là, Toujours- c'est différent toujours- la dynamique. Toujours en travaillant plus. Et c'est marrant parce qu'au début, ils voulaient me tester les joueurs, surtout les intérieurs, parce que moi, j'aimais bien aller dans la raquette et aller défier les grands. Et je me rappelle un jour, il y a un gars, Kevin Willis, il me fait une très très grosse faute. Je tombe par terre, je me relève et je le pousse et tout. Genre, je veux commencer une baston, mais j'avais zéro chance de gagner cette baston. Mais Ouais. C'était juste pour montrer. Ouais, C'était juste pour montrer tu sais, que j'étais là et ça. Et donc, c'est marrant parce qu'après, le coach, tu sais, il me prend à part et je pensais qu'il allait tu sais, me défoncer ou je sais pas. T'engueuler, ouais, te dire ça se m'engueuler, fait pas. exactement. Et en fait, il me regarde, il me fait j'adore, tu vois. Parce qu'il a dit, au moins, je sais qu'avec moi, on peut aller à la guerre, que je vais pas contre n'importe qui. De toute façon, je vais jouer de la même façon. Moi, j'avais un jeu qui était très, très agressif. J'attaquais le panier et j'adorais ça. Et donc, je pense que mes coéquipiers, ils ont très vite compris qu'ils pourront compter sur Compter moi. sur toi, oui, et au bout de t'allais, 5 matchs, le coach, il ne veut pas perdre de temps et il me met titulaire directement à 19 ans. Premier meneur européen à réussir en NBA. Donc après, ça allait très, très vite, quoi. Mais tu sais, moi, alors sans vouloir faire absolument un parallèle dans le sport, mais quand je recrute des mecs, j'aime voir cette grinta, j'aime voir cette volonté de se battre. Je sais qu'ils seront avec moi, ils vont pas me lâcher, on va pas se lâcher. Moi, c'est pareil. hyper important, Quand tu je recrute, que ce soit dans le monde du business ou dans le monde du sport, moi, je regarde s'il a un moteur, si de lui-même, il va y aller. Tu sais, les gens, ils me demandent souvent, Tony, est-ce que tu penses que tu peux travailler le mental et de ça? Moi, c'est que mon avis personnel, mais moi, je pense que tu peux pas vraiment travailler le mental. T'es avec Moi, Oussama. je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Il y a des gens, ils sont nés pour être leaders. Il y a des gens, ils sont nés pour être Robin et ils sont complémentaires et on a besoin d'eux aussi parce que tu peux rien faire tout seul, surtout dans un sport collectif. Tu as des gens, sans manquer de respect, bien sûr, ils gagnent 1 000 euros, mais ça leur va. Tu sais, ils n'ont pas besoin de plus. Tu sais, tout le monde est différent. Mais moi, je pense que les gars qui sont leaders, il y a des gens, il y a des raisons pourquoi ils sont là et pourquoi ils réussissent. Et moi, j'aime bien être inspiré par ces gens-là, quoi. Côté business, tu as monté plein de boîtes, tu as eu aussi des fractures. Est-ce que tu te souviens de la première grosse fracture?
que tu as eu, toi, business? Je parle pas de sport parce que je sais que tu as fait 2 heures de sport dans ta vie, donc c'est pas trop ton truc, mais Bah moi, ma première vraie facture, En plus, c'est il est grand, en plus, il avait la taille. il avait le Il est plus potentiel grand que moi. NBA. Ouais, j'ai plus grand que ça, mais je pense que par contre en matière de dynamique et tout, non mais là, il n'y avait pas photo, donc je n'irai pas du tout sur ce terrain-là. Ma première fracture, elle est réelle. Hein, c'est quand j'ai 7-8 ans et que je me casse la jambe au ski. Donc j'ai eu une vraie fracture physique et ça m'a marqué. Et j'ai dû passer beaucoup de temps au lit seul, enfin pendant des mois en rééducation. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Et c'est ce moment-là où j'ai passé tellement de temps avec moi-même que j'ai appris à me connaître et à me faire confiance. Et en fait, cette première fracture, je pense qu'elle a été assez positive et c'est là où j'ai trouvé, je pense, une grande partie aujourd'hui de cette confiance que j'ai en moi qui me permet d'avancer. Donc cette première fracture littérale, je pense, m'a forgé. Et après, la seconde fracture, en fait, c'est pas vraiment le business, mais c'est là où j'ai trouvé ma rage. Tu sais, cette rage un peu qui te fait que tu avances. J'ai passé toute mon enfance et mon collège à côté de Vierzon, donc vraiment dans la campagne. Et je suis arrivé à Paris au lycée. Et là, j'étais en décalage complet. Donc déjà que moi, socialement, je n'étais pas toujours extrêmement apte. Là, c'était vraiment terrible parce que j'étais habillé comme un plouc. Tout le monde se moquait de moi. J'avais la coupe au bol. Enfin, c'était vraiment la totale. Et il y avait vraiment une sorte de harcèlement quotidien à l'école. Donc, et en fait, je me disais, je vais montrer, c'est un peu comme toi, je vais montrer à tous ces cons que je pourrais construire quelque chose de grand. Et ça m'a vraiment donné cette rage et ce moteur, ça m'a donné un drive. Et ça, c'est hyper important. Et ce drive, il est toujours là aujourd'hui. Je pense que peut-être qu'il était un peu inné, mais en tout cas, il a été révélé par ces oppositions, en fait. Ces gens qui te disent, tu n'y arriveras jamais. Ça, il faut s'en nourrir. C'est un vrai moteur. Et c'est dingue la force que ça peut donner. C'est marrant que tu dis ça parce que moi au lycée c'était pareil, j'étais pas le gosse le plus bankable, je m'habillais pas pareil et je me souviens aussi des moqueries et tout, ça m'a sans parler de harcèlement parce que ce serait trop lourd comme mot dans mon cas à moi, mais c'était des petites moqueries, tu t'habilles pas pareil, effectivement je sais pas, j'en veux à ma mère de m'avoir fait subir des conneries comme ça, je te jure. Bah ouais, moi c'est pareil, mais bon, en fait je pense que ça m'a aidé finalement, Ouais, mais moi, parce c'est que j'étais pareil. habillé comme un gros plouc, elle était persuadée que j'étais super, tu vois, et Ah, moi mais aussi. c'est pareil, putain, c'est le même truc. Et en fait, ça aide à forger. Mais en fait, c'est voilà, le regard des autres. Bah, toi, j'imagine que quand tu es allé en NBA, tu es passé de l'ombre à la lumière, complètement, Ouais, bien sûr, du jour au lendemain. du jour au lendemain. C'est clair. Et donc, est-ce que tu as eu des haters? Est-ce que tu as eu des gens, comme tu étais un peu, tu vois, différent, Ouais, ou bien sûr, Frenchie, bien tu sûr. vois? En fait, moi, toujours. ce que je Comment trouve ça très s'est drôle, passé? ce que tu viens de dire, Eric, en fait, j'étais à Paris, je jouais à Paris et on disait que j'avais la grosse tête et il se prend pour qui. Et 6 mois après, je suis en NBA, je suis titulaire et d'un seul coup, les gens. Mais il a réussi parce qu'il a un gros mental et une grosse confiance en lui. Tu sais, c'est marrant comment ça switch. Je trouve que c'est bizarre des fois quand les gens, tu sais, ils ont un avis critique. De toute façon, il y a les gens qui font et il y a les gens qui critiquent les gens qui font. Moi, je préfère faire partie des gens qui font. Et c'est vrai que je suis humain, comme tout le monde. Au début, je regardais tout, Eric. Je regardais, tu sais, les commentaires, nanana. Et bien sûr que ça te touche, ça te blesse. Je vais dire, non, mais moi, je vais lui montrer. Et en fait, à 25 ans, quand j'ai gagné mon 3e titre en 5 ans, on joue, on gagne en finale, 3e titre. Et ce jour-là, je deviens meilleur joueur des finales NBA. Premier Européen de l'histoire à être meilleur joueur des finales. Et là, je voyais encore des critiques et de ça. Il trouve toujours un truc. Ouais, et c'est ce jour-là que je me suis dit, attends, je ne peux pas faire mieux dans mon sport. Tu ne peux pas faire plus haut, en fait, gagner le titre, MVP. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai décidé de plus faire attention à tout ça et de ne pas laisser ça m'affecter au quotidien ou mon moral ou les Et trucs c'est une comme ça. décision que tu prends, c'est C'est dans une ta tête? décision, c'est une décision que je prends. Je me dis, je ne vais plus laisser ces gens m'affecter, que maintenant je vais me concentrer sur les gens qui m'aiment, les gens qui me soutiennent, parce que je veux mettre mon énergie dans ça et pas dans les gens qui sont toxiques. Parce que de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu sais, c'est impossible. C'est impossible, quoi que tu fasses. Donc pourquoi C'est vrai que j'ai perdre encore du beaucoup mal de avec temps? ça. Ouais, je sais, mais pourquoi perdre du temps sur des gens de toute façon que quoi que tu fasses, s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Il va quand même toujours trouver un truc pour te critiquer. Moi, il y a des gens, par exemple, on a fait la keynote là, c'était trop bien, Eric, il a été fantastique et tout ça. Et tu as des gens, ils viennent me voir et donc je commence à leur parler. Déjà, je les vous vois. Donc, tu sais, déjà, ils me regardent bizarrement. Ils font, ah, tu nous vous vois et tout. J'ai fait, bah oui, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Ouais, mais t'es Tony Parker. J'ai fait, ben ça n'a rien à voir.
Moi, je ne vous connais pas, je vous vois, tant que vous ne me dites pas qu'on peut se tutoyer. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. On commence à parler. Et puis, ah, mais t'es vachement sympa. Je ne te voyais pas comme ça. Et donc, moi, à chaque fois, ça me fait rire quand les gens ils disent ça. Là, parce que c'est pas parce que tu me vois tout le temps à la télé ou dans les journaux. Ils se font une image de toi, en fait. Tu vois, ils s'inventent des trucs, ils pensent qu'on devrait vivre comme ça ou je ne sais pas quoi. Et donc, moi, juste d'être sympa et de répondre à leurs questions, et on a une discussion très sympa. J'ai parlé avec plusieurs personnes à la keynote. Et ben, je te voyais pas comme ça. Et tout ça, c'est drôle, moi. Je trouve ça drôle. Mais tu sais, je te rassure, je pense pas que ça ait beaucoup changé Toi sur aussi, la. tu as pensé ça, Nathan, avant que tu me rencontres? Mais sur la mentalité, je pense qu'elle n'a pas changé. Je pense qu'on doit être 20 ans plus tard. Je prends l'exemple, je ne sais pas si tu vois qui c'est Arthur Fils, un jeune tennisman. Arthur Fils, bien sûr. Je crois que c'est l'un des seuls qui est parti au stage. Je pense que ça dit la même chose. Ouais, gros melon, pourquoi il reste pas en France et tout. Mais le mec, il veut se donner les chances. Il sait que là-bas, tu rentres dans un tunnel d'infrastructures, de compétences et voilà, il se donne les moyens d'essayer de réussir, quoi. La France, on n'est pas un pays où tu peux pas réussir, où on n'est pas un pays de sport. J'irai pas jusque-là, tu vois, parce qu'on a quand même des sportifs. On est costaud en ce moment. On a Antoine Dupont au rugby, Léon Marchand Teddy au Riner. NB, voilà, Teddy Riner, Mbappé. Enfin, quand même, dans chaque sport, on a des athlètes quand même de très très haut niveau. Mais c'est vrai que la mentalité des Américains, c'est quand même quelque chose, quoi. Parce que là-bas, c'est vraiment un pays de sport. Tu sais, ils adorent ça et ils se nourrissent de ça. Et les meilleurs championnats, ils sont là-bas. Donc c'est normal que je comprends qu'il y ait des athlètes. Léon Marchand, il s'entraîne aussi aux États-Unis, hein, normal. Il a pris le coach de Michael Phelps. Tu vas là où il y a les meilleurs. Mais je mettrais quand même une belle lumière, là je parle plus basket, là, sur notre formation française, quand même les coachs, quand même, à un moment donné, on travaille très très bien aussi en France. Ouais. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas encore à, tu sais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de coachs, tu sais, en Euroleague ou en NBA, tu sais. Là on a les joueurs, très bien. Je pense que la prochaine étape, ce serait amener nos coachs. Peut-être aussi, pendant longtemps, il y avait la barrière de la langue aussi, parce que nous, on n'est pas un pays où on parle bien anglais, mais je trouve qu'on progresse. Et je pense qu'il faut qu'on mette ça aussi en lumière, quoi, la formation française. On travaille bien. En tout cas, nous, on est sur une vague ultra positive. Quand tu vois les JO 2024, enfin, c'est incroyable. Le soutien populaire qu'on a eu, enfin, c'était un très, très gros succès, les JO. Tu parlais tout à l'heure, tu disais tu avais beaucoup de haters qui venaient de ton propre pays, qui étaient français. Exactement, bien sûr. Toi, tu as eu ça, Eric, quand tu as monté des boîtes? Est-ce que tu as eu cette sensation que… Parce que toi, bon, c'est quoi la répartition de ton marché, par exemple, avec Ledger et d'où venaient les critiques? Comment tu as vécu ça? Déjà, avec Ledger, on est arrivé sur un marché qui était un petit peu nouveau, celui des cryptos, et en plus le fait d'apporter des solutions hardware, matériel, donc c'est des coffres-forts pour cryptoactifs. Et ce qui est sûr, c'est que, évidemment, on a eu des gens qui n'aimaient pas ce qu'on faisait, qui trouvaient que c'était inutile, pas mal de critiques. Et d'un point de vue général, même si Ledger, c'est une boîte qui est globale, 2% du marché, c'est la France. C'est-à-dire que la France, c'est un tout petit marché. Au début, on n'avait même pas de site en français au niveau de Ledger, parce que ce n'était pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que le pays où ceux qui ont toujours le plus critiqué Ledger, qui ont été vraiment les plus terribles, c'est vraiment les Français. C'est incroyable, ça. Et en fait, je pense que les Français, en tout cas dans l'univers crypto, parce que les Français en général qui ne sont pas dans l'univers crypto, je pense que Ledger, ça ne leur parle pas trop, mais sont les plus critiques, alors qu'on a une entreprise qui rayonne dans le monde entier. Tu vois, il y en a sûrement qui sont fiers et qui sont contents, mais vraiment, dès qu'il s'agit de bitcher, de dire des choses, c'est terrible. Pourquoi tu penses que c'est ça Mais si je fais une analogie, parce que je pense que le Français, il est toujours sceptique au départ, mais par contre, après, quand il t'aime à la folie. Je vois par exemple, je ne sais pas si les Américains aiment plus Michael Jordan que les Français aiment Zinedine Zidane, tu vois. Je ne sais pas si, un peu comme les Corses, tu vois, quand tu es dans la famille, tu es dans la famille. Tu vois. Je pense que les Français adorent critiquer, c'est un sport national de toute façon. Toi, par exemple, quand tu t'es lancé dans le business, tu as fait plein de choses, et c'est vrai que tu as été vachement critiqué. Notamment récemment avec un objectif que tu avais de développer une station de ski. C'est quoi l'histoire? Et tu tournais quand même derrière la station de ski. Et comment tu gagnes de l'argent quand tu as une station de ski? Déjà, la station de ski, ça me fait rire parce que tout le monde en parle. Je peux pas encore dire trop de choses, donc je vais rétablir la vérité. Parce que dans les prochains épisodes, j'ai fait. T'as jamais parlé de ce truc de ski? Parce que déjà, il y a plein de choses qui disent dans les médias, c'est même pas mon projet. Mais c'est pour ça que c'est très drôle. Mais quand je pourrais parler à la fin de l'année, quand on aura réglé les trucs de DSP, tout ça, on va en parler. Parce que c'est vrai que j'ai jamais dit quoi que ce soit. Parce que pour l'instant, je laisse les gens parler parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, parce que ça va dans tous les sens. Parce que quand tu as mon nom, c'est bien sûr, ça fait des clics. C'est mieux de faire les gros titres et tout. On connaît tout ça.
Mais il y aura un moment, et je le dis sur cette émission, parce que franchement, on a parlé de cette station de ski, on va rétablir la vérité. Bah ouais, Je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais franchement, sur les prochains épisodes, on rétablira la vérité. Est-ce que tu peux juste dire comment on gagne de l'argent quand on a une station de ski? C'est quoi le business model d'une station de ski? C'est les remontées mécaniques. C'est les remontées mécaniques, c'est les passes que tu prends pour aller skier. Et après, tu as différents restaurants, parce qu'il y a Villars et il y a Corançon, donc il y a 2 stations. Et donc, c'est comme ça que tu Et au gagnes. début, tu achètes quoi? Tu achètes le fonds de commerce de la station de ski ou tu achètes Ouais, t'achètes- des terres? Enfin, Alors, il y avait un peu de terre aussi, donc c'était un peu un deal aussi, il y avait un peu d'immobilier, mais à la base, tu achètes les remontées mécaniques. ok, tu achètes Mais après, les terres sont pas à toi, hein. Ça appartient toujours à la ville et ça appartient toujours à la ville. C'est pour ça que ça s'appelle une DSP, délégation de service public. Tu l'as pendant, ça dépend, 10, 15, 20 ans, 25 ans. Et nous, c'est ce qu'on négocie. Donc après, tu l'as et après, il faut la renouveler, quoi. Ok. Et c'est un business c'est pas qui toi. peut être rentable. Et ben, c'est pour ça, moi, ça me fait rire aussi quand ils parlent de la station. Depuis que je l'ai acheté, on est très, très rentable. Ok. On est très, très rentable. Mais c'est fou la presse. Mais après, c'est pour ça que après, il faut choisir ses batailles. Tu sais, je me dis, s'il fallait que je réponde à chaque truc, chaque article, rétablir la vérité, tu sais, à un moment donné, je me dis des fois, je laisse en fait. Parce que de toute façon, ça n'impacte pas, tu sais, mon quotidien. Et comment tu Et- fais justement? Parce que je pense, Parce que des fois, il y a une injustice. Mais oui, sûr. c'est injuste Tu et- peux vivre ça comme une injustice. Et Ouais. moi, je dis toujours Moi, à c'est mes comme ça amis. que je le vis. Ouais. Et moi, je dis toujours à mes amis, il faut prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, il y a des tempêtes, reste solide sur tes appuis, laisse passer. Tu sais, moi, je trouve que la vie, elle est bien faite. Moi, je crois beaucoup, tu sais, au karma, les bonnes énergies. Quand tu sèmes des bonnes graines, que tu es une bonne personne, tu sais, les T'as trucs raison. qui vont Ça, je suis revenir. avec toi. Et moi, je crois beaucoup en mon étoile. Et quand je regarde ma vie, enfin, jamais j'aurais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous, et pourtant, je disais tout le temps souriant avant, je pensais pas que Hall of Fame, tout ça, franchement, Nathan. Retirer le maillot. Mais ouais, avoir mon maillot retiré aux États-Unis, avoir mon maillot retiré en équipe de France. Enfin, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer tout ça. Je fais confiance en mon étoile. et pour prendre de la hauteur, Ouais. justement, tu Ouais. vois, ça peut paraître facile à dire. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui regardent l'émission, tous ceux qui tentent des choses, qui prennent des risques, qui se mettent en avant et qui se prennent invariablement, inévitablement des critiques, des méchancetés et qui le prennent parce qu'on est humain Ouais, Tu bien vois sûr, bien sûr. et ils savent, on leur dit non mais il faut que tu oublies, mais comment tu fais, tu vois, comment tu as réussi? Est-ce que tu as dit je l'ai décidé? Mais c'est quoi? C'est un travail mental? C'est Alors, quelles sont les clés, tu vois, quelles clés Moi, tu peux donner? j'arrive à faire, je sais pas, c'est comme ça que mon cerveau il fonctionne. J'arrive à compartimentaliser. J'arrive vraiment à faire ça très très bien. Et on m'a dit que les gens qui arrivent à faire ça, c'est dans une, C'est un truc de c'est fou. rare en fait. Tu sais, Ah ouais. En fait, moi, on m'a dit, mon cerveau, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les spécialistes, que mon cerveau, il est dans une minorité en fait de comment les gens y pensent et comment j'arrive à mettre les choses de côté, faire la part de choses, de se concentrer sur ce qui est essentiel. Et je sais que c'est dur, hein, attention, hein, je sais que c'est dur. Et après, moi, ce que je fais aussi, c'est la méditation. Je trouve que c'est important aussi de méditer. Moi, j'aime bien Régulièrement? méditer. Ouais, Et tu as régulièrement. appris ouais. tout seul? Enfin, comment tu as fait? Tu as eu un Non, coach? non, j'ai eu un coach, ouais, Ouais. bien sûr. Et on m'a appris à comment, tu sais, comment méditer. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très, très important. C'est quelque chose que j'aimerais On incorporer dirait même. Inception. Tu sais, tu Ouais, t'entraînes ton cerveau. Mais c'est ouais, en fait, tu entraînes ton cerveau tu sais, à pousser tous les trucs négatifs, en fait. Et que ça ne t'affecte pas, en fait. Ouais. Franchement, Nathan, on en parle tout le temps avec mes collaborateurs. Ils sont un peu comme toi. La plupart, tu sais, ils ont c'est injuste. C'est normal, c'est ta première réaction quand tu as des trucs injustes qui t'arrivent ou qui savent pas la vérité ou qui vont juger alors qu'ils n'ont pas la vision globale. Combien de fois, moi, ça m'arrive, tu sais, en tant que président, moi, j'ai la vision globale et lui, il a que son petit truc et il se concentre sur truc. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que mon job, c'est plus être psychologue, tu sais, que vraiment tu sais, faire les trucs. Mais c'est comme ça, c'est le job. Eric, récemment, tu as fait une énorme annonce keynote. Une énorme keynote qui a fait des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers de vues, etc., qui a été suivie par plein de personnes. Il y a Ouais, eu- pour annoncer un nouveau projet, Pour annoncer un The nouveau Bitcoin projet, Society, voilà, voilà, The dont Bitcoin on est tous les Society. 3 associés dedans. Exactement. Il y a une grosse partie, surtout sur YouTube, LinkedIn. En fait, on a une vraie ségrégation des réseaux sociaux. Beaucoup d'adoration, beaucoup Ah, tu parles des réactions, hein, oui. ouais, des réactions. T'as beaucoup de gens qui ont adoré sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Et puis, il y a une petite fraction assez concentrée sur Twitter. Alors là, c'était shitstorm. C'était shitstorm. Oui, oui, tout à fait. Comment ouais. toi, tu gères? Est-ce que c'est je m'en fous, je regarde pas? De toute façon, c'était pareil sur Ledger. Comment tu gères, toi, ces critiques? Bah, il y a eu effectivement beaucoup de critiques. À partir du moment où on s'expose, à partir du moment où tu proposes quelque chose, bah, tu peux être certain que les gens réagissent. Surtout qu'on a fait aussi du buzz autour, on a dit venez regarder, on a annoncé, on a utilisé des superlatifs.
C'est vrai, pour dire on va proposer quelque chose de vraiment disruptif, vraiment radical. Et en fait, tout dépend à qui tu t'adresses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient une certaine forme de radicalité peut-être extrême dans l'approche du projet qu'on a amené et qui ont été déçus. Et quand on est déçu, on se met en colère et on a envie de se venger. Et je pense que c'est ça qui a généré un peu un shitstorm, hein, c'est le terme de haters et de gens qui se sont vraiment défoulés sur moi et sur la keynote, à la fois sur le fond et sur la forme. Et donc c'est vrai que quand on sort de scène, on est là et dans la salle, ça s'est super bien passé. Les gens ont adoré. C'est vrai qu'il y avait une ambiance. Alors que oui, quand on est rediffusé ensuite à l'écran, c'est un petit peu différent. C'est comme quand tu regardes un concert à la télé, c'est pas la même chose. En plus, il y avait des blagues, des trucs, et c'est vrai qu'ils passaient peut-être plus à plat sur la retransmission, et ce qui pouvait faire un peu cringe, alors que dans la salle et tout, c'était rigolo et ça passait. Et donc, ouais, je m'en suis pris plein la gueule. Et donc, au début, c'était ça. En fait, quand on prend du recul, c'est très minoritaire comme critique. Je pense qu'il y avait des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé. Je pense que, je ne sais pas le pourcentage du sentiment, mais en tout cas, il y avait quand même suffisamment de critiques pour que ce soit important. Tu vois, et que du reste, la preuve, on en parle. Et je pense que là, c'est intéressant d'en parler, non pas pour répondre aux critiques ou se justifier sur quoi que ce soit, mais pour dire comment on gère ça. Parce que je pense que tout à chacun, c'est toujours la même chose, on s'expose, on fait quelque chose, on prend un risque, et inévitablement, tu vas avoir des gens qui vont réagir et qui parfois vont se moquer de toi et vraiment vont essayer de te faire mal. Et moi, ça fait 30 ans que je fais du business. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà eu des shitstorms. Avec Ledger, on a déjà eu des problèmes. On a eu des méga shitstorms. En fait, on a eu des situations de crise où il y a des gens en fait, qui vraiment réagissent de façon tellement émotionnelle que ça devient extrêmement dur. Et ils vont venir aller t'insulter. Et quand on a énormément, parce qu'après, tu as un mouvement de fond. Les gens se mettent sur le mouvement de fond, parce qu'il y a aussi les trolls, il y a les gens qui adorent en fait le sang, etc., et qui se rajoutent. Twitter aime le sang. Et donc, c'est difficile émotionnellement à gérer. Et donc, là, je vois que tu as quelques... voilà, pour illustrer... Exactement, on a repris quelques screenshots. critiques. Alors, il y en a un qui est allé droit au but, de la grosse merde. Tout ça pour une Bitcoin Surgé Company à la sauce Mister Robot. Tout ça pour arriver sur son site de scam. Et paf, ça nous propose de rejoindre son club privé premium de Eric Larche. Pourquoi tout ce cirque un truc que personne n'a jamais fait au monde, quelle déception. Voilà, là c'est exactement quelqu'un qui s'attendait sur quelque chose de différent. Moi, dans mon esprit, ce qu'on propose, c'est une vraie disruption, c'est-à-dire de baser une entreprise sur le Bitcoin, de permettre à tout le monde de s'y adosser et d'avoir ensuite une action au niveau social, politique, économique dans le monde entier. Enfin, je pense que c'est une vraie nouvelle forme d'expression. Et pour eux, en fait, je pense qu'ils ne comprennent pas ou ils attendaient à plus. Et donc, ouais, voilà, la grosse merde. Donc, quand tu lis ça, en fait, que tu as tout donné, tu vois, et que tu as vraiment bossé pour le truc, qu'il y a des équipes qui ont bossé, est-ce que tu penses pas qu'à toi, 120 personnes, et que tu as des trucs de la grosse merde, et il y en avait plusieurs, c'est pas juste un, tu vois, il y en avait plusieurs. En fait, moi, comment je réagis, comment est-ce que j'essaie de gérer ça? J'essaie de comprendre. Tu vois, je me dis pas, tu vois, c'est un salaud, je me pars au combat, je vais dire non, t'as tort. S'il dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et j'essaye d'analyser pourquoi, en fait, il dit ça. Parce qu'on peut tous avoir des avis différents. Et je me dis, OK, en fait, c'est quelqu'un qui finalement pensait être dans la cible. Quand il a entendu le mot radical, quand il a entendu on fait quelque chose de nouveau dans le Bitcoin, c'est quelqu'un qui est déjà dans le Bitcoin, qui maîtrise et qui peut être aussi un libertarien à mort et qui attendait des choses, des annonces de fou. Ouais, acheter une île déserte, envoyer tout le monde là-bas, ou alors dire que je brûle mon passeport. Enfin, tu vois, un truc complètement débile. Où le mec se serait marré, tu vois, il aurait dit c'est débile mais je me marre. Il t'aurait quand même oublié dans 48 heures. Il m'aurait oublié dans 48 heures, donc je pense qu'il s'est déçu. Et comme on a fait beaucoup de teasing, il faut le dire, hein, je l'assume, en fait il est déçu. Et donc tous ces gens-là qui ont été déçus, ils se disent on se venge et on brûle le truc. Et donc comme je comprends la raison pour laquelle en fait ils disent ça, je ne suis pas forcément d'accord avec eux, mais je comprends, du coup je me dis ok, je comprends pourquoi ils disent ça. Et donc, voilà, ça me paraît de gérer le truc et hop, je mets de côté, quoi. J'en ai une qui cible Tony. Règle simple, basique, à appliquer à tous vos projets pour éviter de servir d'exit liquidity. Tony Parker dans un projet égale projet de merde. Et si en prime vous avez la clique des influx crypto FR dans le package, c'est égal sélection naturelle.
Qu'est-ce qu'on répond à ça, Tony? Bah, on en parlait tout à l'heure, tu sais, de l'injustice. Station de ski, il effet peut, station de ouais, ski. il peut pas savoir. Et je suis un peu comme Eric, en fait. Tu sais, tu l'entends, tu essayes de comprendre. Ça, je suis d'accord avec lui, d'analyser, en fait, pourquoi les gens ils critiquent, pourquoi ils sont déçus. Et puis après, comme nous, on a la big picture, Bah bah, ouais. comment tu veux qu'ils comprennent? Donc, c'est pour ça que moi, pareil, j'entends, j'écoute, pas forcément d'accord, ça c'est sûr. Et puis après, je me concentre sur mon truc. Et je trouve qu'à force et avec le temps, tu arrives à forcer le respect, entre guillemets. Ah, je Et comprends. moi, dans le monde du sport, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais été Michael Jordan, Kobe Bryant. Tu sais, j'étais le petit qui est venu de Normandie et qui a dû, étape par étape, forcer le respect, en fait. Et en fait, plus tu avances dans ta carrière, et après, bah, tu veux que les gens ils disent quoi? Après, tu forces le respect, c'est-à-dire qu'il va dire, OK, c'est pas mon style de joueur, mais il est Hall of Fame, si tu veux dire quoi. Et bah moi, dans le business, c'est pareil. Des fois, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les gens faire leurs critiques et après, c'est à toi de prouver. Et avec le temps, ils verront que ce soit moi dans mes business, la station de ski ou Lasvel. Tu sais, Lasvel, j'ai beaucoup été critiqué aussi par rapport à Squeak et ce contrat-là parce que j'ai décidé Alors, de t'as mis signer ce contrat. énormément d'oseille dans le machin en plus. Mais Tout ton jamais, pognon. jamais personne n'a mis autant d'argent, Bah tu sais, ouais. dans le En basket France. français, en Ah oui, France, bien jamais. Et c'est pour ça que des fois, mes amis, tu sais, ils sont frustrés, ils trouvent que c'est injuste, ils trouvent que je devrais prendre plus la parole pour expliquer. Et moi, j'ai dit, je le ferai, mais en temps voulu. Comme la station de ski, on l'a dit, je le ferai ici, on fera en temps voulu. Bah ouais. Bah là, c'est pareil. Avec le Bitcoin, les gens, ils peuvent se dire, mais attends, Tony, il sort de nulle part, en fait, d'un Bitcoin. Alors que bah, c'est juste que j'avais fait le choix de jamais en parler, de rester un peu. Pourquoi? Bah, parce que je voulais rester discret, parce que question de sécurité, il y a pas mal de choses qui m'ont fait faire le choix de ne pas en parler, on va dire, tout Ouais. simplement. Et c'est vrai que par rapport à Eric, quand on a eu nos premières discussions et qu'il m'a parlé du projet, eh ben, il m'a tellement inspiré, comme à la keynote, hein. D'ailleurs, félicitations, hein, je le dis devant tout le monde, moi je t'ai trouvé très très inspirant et très très brillant dans cette keynote. Bah, j'ai décidé de, voilà, de changer d'avis. Et c'est vrai que la mère de mes enfants, elle m'a beaucoup poussé. Eh ouais, elle est Parce dans que Bitcoin je vais, depuis des années, ah quoi. ben, je vais lui donner du C'est un crédit. truc de Hein. fou. C'est clair qu'elle a commencé bien avant moi et elle est à fond dedans. Et c'est vrai que quand j'ai dit que j'allais me lancer dans le projet avec Eric, bah, première réaction, contente, mais après un peu peur aussi, c'est normal, tu sais, ça fait un peu peur, la réaction des gens, la sécurité, les enfants, bah, là c'est normal que tu penses à tout ça. Et donc c'est pour ça que moi quand je vois ces réactions-là, bah oui, il peut peut-être se dire, mais attends, il sort de nulle part, tu sais, il peut pas savoir en fait ma vie et tout ce que je fais. Et surtout qu'en France, on fait souvent le choix de, tu sais, on dit toujours, faut être caché pour, pour Ouais, vivre vivons heureux bien, vivons et cachés, tout ouais. ça. Mais c'est là, vrai. j'ai fait le choix parce que Eric il m'a inspiré, parce que tu m'as inspiré et que j'ai trouvé le projet qui peut avoir un impact sur notre société. On peut vraiment améliorer, tu vois, la vie des gens et avoir un meilleur futur. Et donc moi, en tant que père de deux enfants, bah moi, ça me parle en fait. Et donc c'est pour Et ne ça serait-ce que de qu'aujourd'hui, bah, j'ai tenter. fait le choix. Et voilà. Et On donc tente, on va essayer. exactement. Et moi, je trouve que j'ai pas envie d'avoir 70 ans, 80 ans et avoir des regrets, me dire ah j'aurais dû essayer. Moi, je veux faire ma vie et dire voilà, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire et au moins j'ai essayé. Tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, ils ont plein d'idées, mais ils ont peur de se lancer. Mais moi, je dis, qu'est-ce qui peut arriver? Ok, tu te lances, et bah quoi? T'as loupé? Et bah, tu sais que les plus grands businessmen au monde, ils ont raté 50 000 trucs. Je lisais une interview de Shaquille Xavier O'Neal. Niel. Ah oui. Bah, Xavier Niel, il me fait trop rire, il est trop marrant. Il dit, mais j'ai raté 50 000 trucs avant Ouais. d'avoir réussi. Et c'est important parce que tu fais de l'expérience et c'est normal en fait de louper des trucs. Ah, je C'est comprends. normal. Dans la réussite, il y a de l'échec, que ce soit dans le business ou dans le sport. Nous, notre plus grosse victoire avec les Spurs, c'est le titre de 2014. Et bien, ça a commencé comment? Avec une grosse défaite en 2013, peut-être la plus grosse défaite de ma carrière. C'est comme ça. Et c'est dans la défaite, dans les moments durs, qu'on voit ta capacité justement, ta force de caractère. C'est là où en fait tu l'as construit. Et si je prends un autre basketteur businessman, genre Shaquille O'Neal, Oui. est-ce qu'il a eu des échecs lui avant de réussir dans les burgers Bah, et tout, bien tu sais? sûr. Ouais. Et en plus, Shaq, il est même pire que moi. Lui, il fait 58 trucs. Ah ouais. Mais oui, lui, il est vachement diversifié. Mais Alors qu'aujourd'hui, il cartonne, ah quoi. bah, bien sûr, Ah ouais. bah, bien sûr, parce que tu auras des hauts et des bas. De toute Bien façon, sûr. dans le business, c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Et là, les gens, ils critiquent notre projet. Ah, on en reparle dans 2-3 ans, on verra, on reprendra les mêmes commentaires. Il y a, bon, by the way, Ouais, non, mais c'est clair. Le parcours de Eric Larchevêque finalement résume tout et nous dresse un sacré portrait. Le porno, le poker professionnel et la crypto. En résumé, il aime l'argent facile et sans effort.
Ah, ça tape, mais bon, faut assumer. Donc, au début des années 2000, j'avais un business qui venait du Minitel Rose, où il y avait voilà, du divertissement, adulte aussi. Donc, on monétisait des sites internet. Je fais la même chose que Xavier Niel au début. Donc, ça a été un business qui n'était pas si facile que ça. Vous vous connaissiez à ce moment-là Avec Xavier ? Non. Non, on s'est croisés plusieurs fois à l'époque, mais on n'a jamais vraiment échangé. Ensuite, le poker. Ce poker, ce n'était pas un business. J'étais joueur de poker. C'était le 3e joueur français à un moment. Je fais championnat du monde, championnat d'Europe. Mais c'est un vrai sport. Hein. C'est le sport assis le plus violent. Et le dernier, c'est la crypto. Ouais. Alors, je pense que Ledger, c'était pas ce qu'on appelle un business facile. Non, ça n'a pas été un business facile. L'usine, Aviarzon, ouais, non, mais en fait, c'est ça. La facilité n'existe pas. Quel que soit le business, c'est simplement, ça paraît pas facile. Je pense que c'est comme les grands artistes, les grands danseurs, tu vois, les chanteurs. Tu les regardes, tu dis waouh, ça a l'air tellement simple, mais derrière, tu as tellement de travail pour réussir à donner l'impression que c'est simple, que les personnes, les athlètes sans effort, quand ils font des démonstrations, et quand ils font, tu vois, dans le cirque, tu dis waouh, enfin tu dis, ils sourient, ils tremblent pas alors qu'ils mettent une puissance énorme. Mais c'est ça les vrais professionnels. Et donc finalement que les gens se disent en fait tout ce qu'il a fait c'était tellement facile qu'il aime l'argent, etc. C'est-à-dire que j'ai bien fait mon boulot. Si ça a donné l'impression que c'était si facile que ça, c'est que finalement, j'étais un bon professionnel. Parce que la vérité, non, c'est super dur. Je ne vais pas revenir là-dessus pendant des heures, mais il y a énormément de sacrifices, c'est compliqué. Et surtout, on ne le fait pas pour l'argent. De toute façon, là, à ce stade, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir effectivement m'acheter une île personnelle, aller là-bas et puis rester tranquille et rien faire et pas m'embêter pour le reste de ma vie. Et pourtant, j'ai envie de revenir. Ce n'est pas pour en gagner plus, c'est pour avoir de l'impact. Surtout que sur le nouveau projet, quand on en a discuté, on savait que c'était un truc de conviction. Moi, tu m'as dit, écoute, Nathan, je me relance dans rien si c'est pas un truc qui va me faire vivre au sens expérience vivre pour la fin de ta vie, quoi. Jusqu'à la fin de ta carrière. C'est ça, exactement. De toute façon, la seule façon de vivre, c'est d'être dans l'action, d'avoir un projet, d'avoir l'impression de donner du sens à sa vie et d'être utile. Donc, il n'y a que pour ça que tu as envie de te relancer dans l'arène. Moi, je sais que The Bitcoin Society, il y a un vrai objectif, il y a une vraie mission, il y a une vraie conviction derrière. En fait, on investit énormément, on va mettre de l'argent, on va investir. Ce n'est pas un business, alors, voilà, c'est pas un truc facile où l'argent va tomber. Je pense qu'on va prendre beaucoup de risques, on va beaucoup s'exposer. Mais c'est ça qui est beau et c'est pour ça qu'on vit. Ouais. Tu dis que tu veux avoir de l'impact. Et il y a eu une autre partie de déception des gens, c'est qu'ils voulaient que tu annonces ta candidature au présidentiel en 2027. C'est vrai. Alors déjà, en fait, cette déception et les gens qui m'en veulent de ne pas le faire, déjà, c'est un honneur. Ouais. Parce qu'en fait, s'ils sont déçus que j'y aille pas, ça veut dire qu'ils pensaient vraiment que j'avais quelque chose à apporter. Alors, pourquoi j'y vais pas ? Parce que, oui, c'était une vraie discussion. Puis des gens sont venus me voir, des amis m'ont dit, mais il faut que tu y ailles. Bon, simplement, je pense que le jeu politique, c'est pas moi. Je ne pense pas que je serais une bonne personne, que je pourrais réussir là-dedans parce que c'est un vrai panier de crabes et je pense que je n'ai pas les capacités de le faire. Tu vois, je ne me sens pas y arriver. Je pense qu'on a tout à perdre. C'est-à-dire que oui, je pourrais avoir une espèce de mini-base de gens qui trouveraient que j'aurais quelque chose à apporter, mais entre faire 3% et aller chercher, je ne sais pas… 50 Ouais, il y a vraiment un monde. Ouais. Alors oui, aujourd'hui… En fait, par exemple, le maire de New York qui a été élu 6 mois avant, personne ne le connaissait. Donc, il peut se passer des choses. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, personne ne le connaissait avant. Donc, il peut se passer des choses. Mais moi, je ne suis pas un homme de réseau. Je n'ai pas un réseau. Je n'ai pas en fait, des choses que je pourrais activer. Moi, je suis très social. Ce n'est pas ton truc. Non, je ne suis pas social. Toi, tu es solo. Moi, je suis solo. Alors, pas complètement, hein, puisqu'on est là. Mais pour moi, en fait, c'est des cercles très restreints. Mais tu sais que souvent, je t'interromps parce que tu sais, on a fait on a passé du temps avec des gens, etc., même des gens très connus, et qui m'écrivaient après, et qui me disaient, voilà, je suis parti, je sais, est-ce que ça va avec Eric et tout, parce que j'ai dit, mais vous savez, Eric, parfois, il a ce petit syndrome un peu Asperger, il est un peu autiste. Un peu autiste, non mais franchement, oui, je pense que tu es vraiment sur une petite partie du spectre. Je pense. Oui, et il ne faut pas s'en formaliser. Moi, tu vois, on interagit toujours, ça me va hyper bien. Ah non, mais c'est sûr, moi, en fait, socialement, je n'ai pas forcément les codes. Je peux être très à l'aise en société et je peux faire une conférence, parler, etc. Mais c'est vrai que je suis awkward, tu vois, pour le dire à l'américaine. Et je n'ai pas vraiment les codes sociaux. Donc, pour faire de la politique, je pense que c'est compliqué.
Et de toute façon, j'aurais tout à perdre et je ne suis pas sûr d'y arriver. Et je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour le faire. Et de toute façon, mon arène, mon combat, c'est l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut aujourd'hui impacter le discours politique, économique par l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on essaye de faire avec The Bitcoin Society. C'est quelque chose de complètement nouveau. La technologie Internet fait évoluer la notion de société. Et donc, avec ce projet, on veut faire quelque chose de nouveau, on le comprendra, je pense, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, la portée de ce qu'on essaye de mettre en place. Aujourd'hui, ce n'est pas très lisible. Et c'est normal, quelque chose de nouveau, les gens ne comprennent pas forcément. Et donc, Comme Internet. c'est très critiqué, pas de problème. Comme la crypto au début, comme le Bitcoin au début. Tout le monde me disait, mais Eric, Comme Internet au début. mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu as ouvert la maison du Bitcoin, mais tu es un malade. C'est un truc du crime, du blanchiment. Donc, il y a des gens qui ne me parlaient plus. Et pareil, quand avant, j'étais dans les sites pour adultes, au tout début, mais les gens, en fait, ils ont arrêté de me parler. Je devais même être parrain d'un mariage dans ma famille. Les gens, ils ont dit, ah mais non. Et si, donc ça a Ton cancel, Ils ta m'ont- propre Je famille. me suis fait cancel par ma famille. Ah ouais. Mais en fait, quand même. c'était finalement la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que je me suis retrouvé seul, entre guillemets, mon tout petit noyau familial, quelques amis, mais je me suis retrouvé libre. Et quelque part, il n'y a rien de plus beau que d'être libre et avoir un cercle social très restreint. Finalement, déjà moi ça me va parce que bon, je suis comme ça et je serais incapable de maintenir un cercle social au-delà de quelques personnes. Mais surtout, ça m'a donné cette liberté, ma capacité de bosser. Parce que moi, pour vivre, j'adore, je bosse tout le temps. Et donc, si j'avais des trucs sociaux, je deviendrais fou. Donc, ouais, je pense que... Et pour en revenir un peu et conclure là-dessus, sur cette notion, tu vois, de fracture, de difficulté, tous ces gens qui te tirent vers le bas, tous ces gens, en fait, qui te disent des choses méchantes. Et en fait, il faut s'en débarrasser. Moi, je le dis souvent, les boulets, il faut se débarrasser des boulets. Et même si tu veux aider les boulets, si tu veux aider les autres, tu dois d'abord t'aider toi-même. C'est comme dans un avion, tu as une dépressurisation, tu as les masques qui tombent, tu mets d'abord sur toi. Parce que si tu essaies d'abord sur ton enfant, tu risques de perdre connaissance et d'aider des personnes. Donc tu dois d'abord t'aider toi-même. Moi, je crois à la responsabilité individuelle. Tu t'aides toi-même, tu te sors, et ensuite tu pourras aider les autres. Et donc, tous les gens négatifs, tous les gens mauvais, tous les gens qui te tirent vers le bas, mais tu coupes. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. Après, effectivement, je ne suis peut-être pas la personne la plus entourée du monde, mais les personnes qui sont proches de moi, franchement, c'est un vrai plaisir. Et vous en faites partie. Et je vous remercie. Mais voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on guérit ses fractures. C'est parfois en choisissant bien ses amis et son cercle proche. Bah écoute, tu as bien raison. J'adhère, je suis d'accord. Et on parlera, tu parles d'être libre, c'est ce qui fera l'objet d'un prochain épisode. On en parlera très bientôt. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'était le premier épisode de Fracture. On va revenir avec d'autres invités, d'autres sujets. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci Tony. Merci Nathan. Avec plaisir. À très vite. Voilà, tu coupes. Ok, d'accord. Le premier, bravo, c'est dans la boîte.